Bonjour Hélène Carrère-Dancos. Bonjour. Bienvenue dans 64 minutes. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes historienne et secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Vous êtes sans doute l'une des plus grandes historiennes de la Russie en France. Vous avez dû écrire une trentaine de livres sur la Russie, au moins sur la Russie d'hier et d'aujourd'hui. Et votre dernier livre, passionnant, je le disais, est consacré aux relations particulières et complexes entre la Russie et la France. Des relations parfois complices, parfois hostiles, mais jamais indifférentes. On peut dire qu'il y a presque une forme d'amour entre la France et la Russie. C'est une sorte de fascination, répulsion par moment. Oui, c'est une fascination de la Russie pour la France et des hésitations françaises, si je peux dire, au fil du temps, qui se sont terminées par une grande alliance en 1914. Bon, pourquoi cette fascination de la Russie pour la France au départ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que la Russie qui avait été, qui a une très vieille histoire, mais dont l'histoire a été interrompue entre le XIIIe siècle et le XVIe par l'invasion mongole, elle a rejoint l'Europe une fois l'invasion mongole terminée, une fois qu'on a réussi à la repousser. Et à partir de là, la Russie a été obsédée par l'idée de retrouver sa place en Europe, ce qu'elle avait eue, je veux dire, avant le XIIIe siècle. Et l'Europe, au XVIe siècle, c'est la France d'abord, c'est l'éclat de la France. Parce qu'à ce moment-là, la Russie se veut une puissance européenne. Elle a fait partie de l'Europe. C'était un grand pays européen. C'était là, au XIe siècle, en 1066, le roi Henri de France Henri Ier a épousé une princesse de Kiev. Et Kiev, c'était, je dirais, le poste avancé de Byzance en Europe. C'est le berceau de la Russie, cette affaire. Et pour les Russes, ça a été un arrachement à toute l'histoire européenne. Et évidemment, quand ils ont pu regagner l'Europe, qu'est-ce que c'était l'Europe pour eux? C'était d'abord l'éclat de la France, la France culturelle, la France politique. Alors, votre livre, il commence à Pierre le Grand, et donc Louis XIV, c'est Louis XIV qui est le roi de France à l'époque. Louis XIV, il méprise un peu Pierre le Grand. Pour lui, il n'est pas de son rang. Ah, il ne voulait pas. Pierre le Grand a fait un grand voyage en Europe, alors qu'il venait tout juste de monter sur le trône, et il l'a fait anonymement. Toutes les cours d'Europe l'ont accueilli tout en respectant son anonymat. Et Louis XIV, au fond, lui a fait savoir que il n'avait pas tellement besoin de venir chez lui. Pour Louis XIV, c'était dans la gloire de la France, c'était vraiment un pays exotique. Et un pays de paysans retardés. Plus que ça, de brutes épaisses qui n'appartenaient pas à l'Europe. Non, je le dis comme ça parce que les récits de voyageurs que Louis XIV avait pu lire étaient assez effrayants. Enfin, ils montraient des gens avinés, toujours en train de battre des femmes, de knouter tout le monde. Alors, ce qui est étonnant, c'est quand même que Pierre le Grand, il va venir en France 2 ans après la mort de Louis XIV, en 1717. Il est venu à l'époque du Régent, parce qu'il a compris qu'il pouvait venir. À ce moment-là, il a fait un voyage. Et ce qui est très intéressant, il avait une intention. Il voulait voir la France, il voulait s'instruire en France, mais il avait aussi une idée derrière la tête. C'est l'époque où les relations internationales se faisaient largement par des mariages royaux. Et Pierre le Grand, qui avait une fille de 8 ans, s'est dit... Le petit Louis XV en avait 7, et il a pensé qu'un mariage franco-russe allait véritablement installer la Russie, je dirais, dans le paysage politique européen, parce qu'elle n'y était pas encore à ce moment-là. Alors il faut rappeler que Pierre le Grand, c'est quand même celui qui a fondé Pétersbourg, et qui est devenu après Saint-Pétersbourg. Donc il a créé cette nouvelle capitale pour rapprocher d'ailleurs le centre de décision de l'Europe. Oui, et quand il est venu en France, il avait vaincu les Suédois, il était installé sur les bords de la Baltique, si vous voulez. Il avait déjà démontré sa puissance. Il avait démontré qu'il n'était pas l'espèce de petit prince exotique que Louis XIV n'avait pas voulu accueillir. Est-ce que c'est de cette époque-là que date la francophilie de la cour impériale et des élites russes d'une manière générale? Pas tout à fait. La francophilie a commencé avec la fille de Pierre le Grand, Élisabeth, qui est arrivée sur le trône après une série de souveraines un peu bizarres. Et elle s'intéressait beaucoup à la France, elle parlait bien français, elle a introduit la langue française, et elle était un peu superficielle, elle a introduit la mode française à la cour. Mais la véritable francophilie culturelle, ce qui est fondamental, c'est Catherine II. Et Catherine II était une princesse allemande qui déjà avait dû se russifier, et elle avait une passion pour la France.
La France, c'était... Mais il faut dire, vous comprenez, la France rayonne à ce moment-là. Il y avait eu la France, la grandeur de Louis XIV. Là, c'était la grandeur culturelle des encyclopédistes et tout ça. C'était le siècle des Lumières. Absolument, c'est le siècle des Lumières. Ils sont nourris, en fait, les élites russes se nourrissent des Lumières. Et elles se nourrissent des Lumières. Et Catherine II, particulièrement, a échangé des centaines de lettres avec Voltaire. Elle voulait importer le modèle français. Ouais. Elle n'a pas eu Voltaire à sa cour. D'ailleurs, à l'époque, dans toutes les cours d'Europe, les souverains importait un philosophe français parce que c'était la grande mode. Ouais. Elle a eu Diderot. C'était pas et mal. vous savez qu'elle a fait quelque chose d'extraordinaire tout de même. Diderot était pauvre. Elle lui a racheté sa bibliothèque qu'elle a laissée chez lui. Ouais. Et elle lui a payé toute sa vie une pension comme conservateur de la bibliothèque qui lui appartenait à elle. Ouais, fantastique. Alors on avance dans le temps, on se rapproche de nous. Le 19e, on peut dire que le 19e, la Russie et la France, elles sont en guerre. D'abord sous Napoléon. Deux guerres. Oui, deux guerres. La guerre de Napoléon et la guerre de Crimée. Alors la première guerre, c'est 1812. Hein, Absolument. Pourquoi est-ce que Napoléon, en 1812, il marche sur Moscou? Quelle idée? C'était la grande époque des conquêtes. Et véritablement, pour Napoléon, tout était possible. Et ce qu'il n'a pas imaginé, c'est l'espace russe. Ouais. Il n'a pas compris ce que c'était. Il a cru qu'il pouvait faire une guerre comme il faisait ailleurs. En fait, il y a eu un moment, avant la guerre de 1812, il y a eu la rencontre de Tilsit, le radeau de Tilsit, où Napoléon et Alexandre Ier se sont rencontrés. Et ces deux hommes se sont fascinés mutuellement. Donc on pensait que ce serait plutôt la paix. Oui, et bien après, ça n'a pas été la paix, pour des tas de raisons internationales dans lesquelles on ne peut pas rentrer. Mais en tout cas, Napoléon a compris que ce n'était pas possible, qu'il ne voulait pas de ces Russes. Il est allé jusqu'en Russie. Et alors, le malheur a voulu que les Russes étaient des gens très malins. Les généraux russes, ils avaient étudié la stratégie de Napoléon. Ils avaient compris que Napoléon pouvait gagner des guerres en allant très vite par des victoires rapides. Donc ils l'ont fait ralentir pour que l'hiver arrive. Ben, pas seulement. Ils l'ont emmené jusqu'à Moscou. Les armées napoléoniennes ont couru derrière les troupes d'Alexandre Ier jusqu'à Moscou. Et c'était un désastre, hein, au final. Ça a été un retraite de Russie, absolu. il y a eu des dizaines de Ça a été un désastre absolu, mais ce qui a été, ce face-à-face des deux empereurs a été extraordinaire, parce que après la défaite de Napoléon, quand les troupes russes, les Cosaques, ont défilé sur les Champs-Élysées, Alexandre Ier a été très généreux à l'égard de la France. Et ce qui est intéressant, vraiment, il a adouci les conditions de paix. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après la guerre de Crimée, qui se produit en 1853, exactement, un siècle plus tard, un demi-siècle plus tard, à ce moment-là, c'est l'inverse qui se passe. La Russie est vaincue. Et c'est la France, c'est Napoléon III qui sera au Congrès de Paris, d'une grande générosité à l'égard de l'ennemi vaincu. Et alors, le vrai rapprochement, parce qu'il faut qu'on avance un peu, le vrai rapprochement, c'est Alexandre III et surtout Nicolas II. Absolument. Hein, c'est d'ailleurs, on voit la couverture du livre, c'est Nicolas II qui vient en France. Ah ben, qui vient en France, ça a été un voyage triomphal. Le président Loubet est allé en Russie, le président Félix Faure aussi. Et c'est surtout l'alliance militaire, parce que c'est l'époque où l'Empire bismarckien a écrasé la France tout de même à Sedan. On sait à ce moment-là l'importance de cette alliance de revers, ce que le général de Gaulle aimera tellement. Vous appelez ça les années françaises, hein, le règne de Nicolas II. Et pour la Russie, ça a été enfin, je dirais... Elle trouvait son idéal. Alors, vous me parlez de Gaulle. Effectivement, de Gaulle, on va chevaucher les décennies. De Gaulle, il met en place une relation particulière avec la Russie. Avec Staline. Et avec Staline aussi. Et pourquoi il veut instrumentaliser d'une certaine manière la Russie dans son bras de fer avec les États-Unis? Il était très faible, de Gaulle. Roosevelt le détestait et il considérait la France comme un pays vaincu. Il l'a considéré comme un pays vaincu jusqu'au bout. Et de Gaulle a compris qu'il pouvait utiliser l'alliance de revers pour montrer qu'il avait un allié. Et il a impressionné Staline, il faut le savoir. C'est dans le dialogue avec Staline qui n'avait peur de personne et qui était une brute. Il a été impressionné par cet escogriffe d'un pays qu'il méprisait par ailleurs. Et c'est grâce à De Gaulle et Staline que nous avons un siège permanent au Conseil de sécurité. Sans ça, on ne l'aurait pas. Donc l'Union soviétique a renvoyé l'ascenseur à la diplomatie française, d'une certaine manière. Oui, et le général de Gaulle a acquis ça par sa morgue avec Staline. Aujourd'hui, quelle est la politique d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la Russie? Est-ce qu'il, d'une certaine manière, il n'essaye pas d'être un peu le De Gaulle du XXIe siècle? Je crois que Macron a compris le message de De Gaulle, c'est-à-dire que c'est une véritable alliance. Alors, elle n'est pas de revers, c'est une alliance de pont, puisque notre problème, c'est de savoir comment faire dans un monde où c'est en Asie que tout va se dérouler. Et si nous sommes à l'autre extrémité de l'Europe, nous sommes très loin de l'Asie. On ne joue pas à soupe-mouton en relations internationales. Comment on fait pour aller en Asie?
Et il y a un pont, c'est la Russie. J'allais vous poser cette question. On a l'impression que la Russie hésite toujours entre ses racines européennes et aujourd'hui, de plus en plus, ses racines sont non, je dirais que sa c'est pas façade ça. asiatique. Pardonnez-moi, c'est pas ça. La Russie se sent européenne, Ouais. elle est européenne, mais son espace est européen et asiatique. Le gros de la population est C'est en vrai que Europe. l'écrasante majorité du côté européen. Absolument. Oui. Mais elle a compris que l'Asie que dans le monde contemporain, l'Asie est essentielle et que par conséquent, stratégiquement, elle est un pays d'Eurasie. Oui. Mais est-ce que ça veut dire que pour vous, la Russie d'aujourd'hui, elle a sa place dans l'ensemble européen? Je ne parle pas de l'Union européenne, mais L'Union, vous avez raison, dans l'Union européenne, non, parce que d'abord, elle est beaucoup trop lourde pour ça. Mais dans l'ensemble européen, c'est un pays d'Europe. Et la seule chose qu'elle cherche, mais exactement comme au temps Pierre le Grand, c'est qu'on admette que c'est un grand pays européen et qu'au fond, elle fait partie de la manière d'élaborer la politique européenne. est-ce qu'il y a une nostalgie aujourd'hui de l'empire éclaté dont vous avez si bien parlé dans les années 80, aujourd'hui en Russie? Est-ce que Poutine voudrait restaurer cet empire soviétique? Non, Poutine n'est pas un idiot, il sait qu'on ne peut pas restaurer un empire, qu'il ait une nostalgie de l'empire. C'est tout à fait... Je pense que c'est normal, il appartient à une génération qui a vécu sous cet empire. Mais il sait qu'on ne peut pas le restaurer, mais ce qu'il veut, c'est exercer, je dirais, avoir des relations normales avec l'ancien empire. Or, elles sont très compliquées. Ouais. Merci beaucoup, Hélène Carrère d'Encausse. En fait, pour votre livre, c'est permettre de comprendre le rêve français de la Russie et le rêve russe de la France, on peut dire. Exactement. Ça va dans les deux sens. Merci beaucoup. Donc, cette Russie et la France de Pierre le Grand à Lénine. Donc, c'est aux éditions Fayard. Merci beaucoup.